D'issue, les pilotes allemands ont ri jusqu'à voir 63 Spitfire au-dessus de Dieppe. À l'aube du 19 août 1942, la côte normande semblait encore endormie sous un voile de brume argentée. Les vagues s'écrasaient doucement contre les galets de Dieppe, ignorant que dans quelques heures, la mer elle-même serait tachée de fumée et d'huile brûlée. Dans les hangars de la Luftwaffe, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, les mécaniciens terminaient leur café noir pendant que les moteurs d'essai ronflaient comme des bêtes impatientes. Les pilotes allemands, jeunes pour la plupart, riaient entre eux, évoquant les missions de la veille et les victoires faciles sur les chasseurs anglais. Pour eux, le ciel de France appartenait encore au Reich. Les Spitfire, disaient-ils, n'étaient plus que les restes d'une gloire passée. L'un d'eux, un certain Oberleutnant Hans Keller, griffonna une note sur un carnet. Patrouille légère ce matin, rien d'inhabituel. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Au même moment, à plus de 100 km à l'ouest, sur une piste improvisée du sud de l'Angleterre, un autre jeune homme attachait son harnais sous un ciel bas. Il s'appelait David Moore, pilote de la Royal Air Force, 22 ans, encore marqué par la bataille d'Angleterre, mais déterminé à ne pas laisser l'Europe sombrer définitivement. Devant lui, les Spitfires alignés semblaient presque respirer, luisant dans la rosée du matin. L'ordre venait de tomber, couvrir le raid sur Dieppe, escorter les bombardiers et les troupes canadiennes qui, à cette heure précise, embarquaient sur les péniches. Moore ne savait pas encore que, de l'autre côté de la Manche, les Allemands plaisantaient sur la soi-disant supériorité britannique. Dans le calme, trompeur du petit matin, la mécanique du destin s'enclenchait. À Dieppe, les pêcheurs regardaient l'horizon, intrigués par la rumeur des moteurs lointains. Au-dessus de la mer, des points sombres se détachaient déjà des nuages, la première vague alliée. Les radars allemands détectèrent le mouvement à 4h45, mais l'information, noyée dans la routine quotidienne, ne suscita qu'un haussement d'épaules. À la base de Saint-Aubin, l'officier des transmissions griffonna sur son registre « Activité modérée au nord-ouest ». Personne n'imaginait encore que cette activité modérée allait devenir l'un des affrontements aériens les plus féroces du front ouest. À 5h10, Keller monta dans son Messerschmitt Bf 109, ajusta son masque à oxygène et lança un dernier sourire à ses camarades. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. Il ne savait pas qu'il allait, pour la première fois, douter de tout ce qu'il croyait acquis. Car déjà, du côté anglais, la radio de bord de Moore grésillait. Formation Delta, décollage immédiat. Objectif. Dieppe. Les hélices tranchèrent la brume dans un hurlement métallique. 30, 40, puis 63 Spitfire prirent leur envol, dessinant dans le ciel une nuée disciplinée et majestueuse. Leurs ombres glissèrent sur les champs du Sussex avant de s'élancer au-dessus des flots. Dans le cockpit, Moore sentit le tremblement familier de l'appareil. Il pensa à son père, à Londres, qui croyait son fils affecté à l'instruction. Personne ne lui avait dit qu'il allait vers une opération d'une audace insensée. En dessous, la Manche s'étendait comme une plaie d'acier et de silence. À chaque minute, le soleil grimpait, dévoilant l'ampleur du dispositif. Des centaines de navires, des milliers d'hommes, et au-dessus d'eux, la mince armure du ciel britannique. À 6h00, les premiers éclats de canons côtiers retentirent. Les Allemands, enfin alertés, décollèrent en hâte. Keller sentit son avion vibrer sur la piste, la chaleur du moteur emplissant le cockpit. En grimpant dans le ciel, il aperçut au loin un chapelet d'explosions au-dessus de la mer. Il rit, pensant que quelques chasseurs ennemis tentaient encore l'impossible. Mais plus il approchait, plus il distinguait la densité de la formation adverse. Ce n'était pas une patrouille, c'était une armée d'ailes, un mur de métal et de courage. Keller sentit une tension inconnue lui parcourir la nuque. Les Spitfire approchaient, alignés avec une précision presque surnaturelle. Leur formation s'étendait à perte de vue, éclairée par les reflets froids du soleil levant. Dans les écouteurs, une voix sèche résonna. « Groupe Heinz, engagé à altitude moyenne, cap sud-ouest. » Les ordres étaient clairs, mais l'assurance des premières minutes se fissurait déjà. En bas, Dieppe commençait à s'embraser. Les péniches alliées,
déversaient leurs troupes sous le feu des batteries côtières. Et le fracas des explosions montait jusqu'aux nuages. Les civils terrés dans les caves entendaient le vrombissement continu des moteurs, mélange de tonnerre et de destin. De l'autre côté du ciel, Moore et son escadrille volaient à 12 000 pieds, les Spitfire vibraient dans la turbulence du matin, leurs ailes effleurant les traînées d'artillerie qui montaient de la côte. À travers sa verrière, il distingua la silhouette familière des falaises françaises, baignées de fumée. Dieppe, pensa-t-il, en serrant la manette des gaz. C'était là-bas, quelque part sous cette brume, que des milliers d'hommes se battaient à découvert. La mission était claire: protéger les bombardiers, empêcher les chasseurs allemands d'intercepter la flotte. Mais à mesure qu'ils approchaient, le ciel se peuplait d'échos hostiles. Les radars britanniques avaient compté une trentaine d'appareils ennemis. Ils étaient 2 fois plus nombreux. Les Messerschmitt arrivaient par vagues, plongeant du soleil avec une précision meurtrière. Moore sentit son cœur s'accélérer. Le combat allait commencer. En bas, sur la côte, les troupes canadiennes subissaient déjà un enfer. Les mitrailleuses allemandes balayaient les plages de galets, fauchant des rangs entiers de soldats. Les officiers criaient des ordres que personne n'entendait plus. L'odeur du carburant, du sang et de la mer formait un brouillard suffocant. Dans le ciel, la bataille tournait à la tempête. Keller tira sur le manche, son Messerschmitt piquant droit vers la formation ennemie. Les Spitfire ripostèrent aussitôt, dessinant des cercles parfaits autour des bombardiers. Le vacarme des moteurs se mêla aux rafales de mitrailleuses. Moore vit une lueur passer devant lui, une traînée de feu avant qu'un avion allemand ne s'écrase dans la mer. Il n'eut pas le temps de célébrer. Un autre appareil plongeait déjà sur lui. Il vira brusquement, sentant la gravité tordre ses muscles. Les secondes s'étiraient comme des heures. Dans ce balai mortel, chaque mouvement comptait, chaque hésitation coûtait une vie. Keller, de son côté, fut frappé par la discipline de ses pilotes alliés. Il ne fuyait pas. Il tenait la ligne, formant un mur mobile, une barrière que rien ne semblait pouvoir percer. Pour la première fois, il douta. Le rire du matin, encore présent dans son esprit, résonnait maintenant comme une erreur. Il entendait dans sa radio les cris de ses camarades abattus, les alertes, les ordres désespérés. Le ciel de Dieppe se couvrait de fumée noire et de débris brûlants. À chaque altitude, des traînées d'huile tombaient vers la mer. Au sol, les soldats levaient les yeux, hypnotisés par le duel qui se jouait au-dessus d'eux. À cet instant, la bataille de Dieppe cessa d'être un simple raid. Elle devint une symphonie de chaos et de bravoure. Spitfires dominaient le ciel, leur coordination parfaite contrastant avec la confusion allemande. Moore repéra un Messerschmitt en difficulté et plongea en piqué, alignant son viseur. Une courte rafale, et l'avion ennemi explosa en un éclat orange. Il sentit un mélange de peur et de soulagement, la conscience aiguë d'avoir survécu à quelques secondes du néant. Dans le cockpit de Keller, la sueur lui brûlait les yeux. Son carburant baissait rapidement. « Repli » ordonna la voix du commandement. Mais personne ne répondait plus. Autour de lui, le ciel semblait s'être renversé. Les Spitfires avaient pris l'ascendant. À 7h10, la bataille aérienne atteignit son apogée. Au-dessus de Dieppe, plus de 120 appareils s'affrontaient dans un rayon de quelques kilomètres. Les nuages devinrent noirs de fumée, percés par des éclats de lumière et des hurlements de moteurs. Chaque minute, un avion s'éteignait dans la mer ou sur la terre. Les pilotes ne distinguaient plus l'horizon. Keller, à court d'oxygène, tenta de remonter, mais une rafale anglaise déchira son aile gauche. Il perdit le contrôle et plongea vers la côte, tirant sur le manche jusqu'à l'épuisement. L'avion heurta la mer dans un fracas assourdissant. Moore vit l'impact, puis le silence revenir, fragile, après tant de vacarme. Le ciel, désormais clairsemé, flottait entre la victoire et le désastre. Le silence qui suivit ne fut qu'une illusion. Derrière les nuages, de nouveaux escadrons allemands grimpaient déjà à pleine puissance, rappelés d'urgence depuis Abbeville et Rouen. Pour chaque Messerschmitt abattu, un autre surgissait de l'horizon. Les Spitfire, pourtant épuisés par près d'une heure de combat, restaient soudés, répondant aux ordres brefs des chefs d'escadrille. Moore, le souffle court, consulta ses jauges. Carburant faible, munitions presque épuisées. Il savait que la mission n'était plus de gagner, mais de tenir.
Bas, la côte n'était plus qu'un chaos de flammes et de cris. Les plages de Dieppe, noircies de fumée, semblaient avaler les hommes qui tentaient de remonter vers la ville. Les chars canadiens s'enlisaient dans les galets, cible facile pour l'artillerie ennemie, et pourtant, malgré le carnage, les avions britanniques continuaient de tourner au-dessus d'eux, sentinelles d'un espoir fragile. Dans le ciel, Keller n'était plus qu'un nom parmi tant d'autres disparus. Ses camarades, désormais, volaient dans un mélange de rage et de peur. L'un d'eux, un jeune pilote nommé Richter, observait la scène avec une incrédulité muette. Il n'avait jamais vu une telle résistance. Les Spitfires semblaient inépuisables, surgissant sans cesse des nuages comme des fantômes. À la radio, les messages de détresse s'accumulaient. Nous perdons le contrôle. Moteur en feu, Ailes touché. Le commandement au sol, débordé, ne savait plus où diriger les renforts. Pour la première fois depuis longtemps, la Luftwaffe perdait la maîtrise du ciel français, ne serait-ce que pour quelques heures. Moore sentit la fatigue l'envahir. Sa vision se troublait, mais il restait concentré sur son objectif, couvrir la retraite. L'ordre venait d'arriver par radio, les troupes de Dieppe devaient se replier. Ce n'était plus une attaque, mais une évacuation désespérée. À cet instant, le combat aérien prit une tournure presque mythique. Les Spitfire, comme conscients de la gravité de l'instant, se redéployèrent en un large arc au-dessus de la Manche, bloquant la route des chasseurs allemands. Moore guida sa formation à travers les panaches de fumée, chaque avion laissant derrière lui une traînée blanche qui s'effilochait dans le vent marin. En bas, les bateaux alliés tentaient d'échapper au feu des batteries côtières. Certains chaviraient, d'autres brûlaient sur place, mais d'autres encore parvenaient à franchir la ligne de feu. Les pilotes, impuissants, observaient ces scènes de cauchemar avec le sentiment amer de n'être que témoins. Et pourtant, sans eux, l'évacuation aurait été un massacre complet. Leurs interventions incessantes, leurs piquets à basse altitude, sémaient la confusion dans les rangs allemands, ralentissant la riposte. Richter, voyant son carburant descendre dangereusement, comprit que l'ordre du repli allait bientôt tomber. Il serra les dents, tira une dernière rafale sur un Spitfire qui passa à quelques mètres de lui, puis remonta brusquement. Son moteur toussa, puis se tut. Le silence, cette fois, fut total. L'avion glissa en spirale, perdant de la hauteur avant de s'écraser dans un champ au sud de Dieppe. Ce fut pour beaucoup le sort de cette matinée. Des machines englouties, des destins fauchés dans le vacarme de l'histoire. À 9h00, la plupart des appareils britanniques amorçaient déjà leur retour vers l'Angleterre. Moore, le visage couvert de suie, jeta un dernier regard vers la côte qui s'éloignait. En bas, la ville semblait flotter dans une brume d'incendie. Il pensa à ceux qui ne reviendraient pas. Sur les fréquences radio, le silence s'installa lentement, brisé seulement par le crachotement des communications dispersées. La bataille du ciel s'achevait, mais le choc psychologique, lui, ne faisait que commencer. Dans les bases allemandes, la stupeur remplaçait la certitude. Les officiers comptaient les pertes, examinaient les débris ramenés des plages, cherchant à comprendre comment une force censée dominer avait pu être repoussée ainsi. À Londres, le rapport officiel parlerait d'un échec terrestre, mais d'un triomphe aérien. Les chiffres seraient froids, presque abstraits. Tant d'avions perdus, tant d'hommes tombés. Pourtant, derrière ces statistiques, une vérité s'imposait. Pour la première fois depuis 2 ans, les Allemands avaient douté. Les pilotes de la Luftwaffe, 6 sur 2 la veille encore, avaient vu le ciel se retourner contre eux. Et les Spitfires, symbole fragile de la résistance britannique, avaient prouvé que la maîtrise du ciel restait possible, même au-dessus d'un enfer. Moore posa son appareil à Tangmere avec le réservoir presque vide. En descendant de son cockpit, il sentit ses jambes trembler, non de peur, mais de ce mélange d'épuisement et de soulagement qu'éprouvent les survivants. Autour de lui, les mécaniciens couraient, certains criant de joie, d'autres pleurant en silence. Le ciel, ce jour-là, avait appartenu à ceux qui avaient osé. Les jours qui suivirent la bataille de Dieppe furent marqués par un silence pesant, comme si même la mer refusait de parler de ce qu'elle avait vu. Le vent charriait encore des odeurs d'huile brûlée et de sel, et sur les plages, les vagues ramenaient des fragments d'acier, des casques tordus, des débris d'ailes. Les habitants, sortant prudemment de leurs caves,
découvrait un paysage de désolation où chaque maison semblait avoir retenu son souffle. Pour les Allemands, ce 19 août 1942 demeura une énigme. Le haut commandement tenta d'en faire un exemple de victoire défensive, parlant d'un débarquement allié avorté, d'une preuve de la supériorité de la Wehrmacht et de la Luftwaffe. Mais dans les messes des pilotes, les mots sonnaient faux. Ceux qui avaient volé ce jour-là, ceux qui avaient vu le ciel envahi par les Spitfire, savaient que quelque chose avait changé. Keller ne figurait plus sur la liste des effectifs, Richter non plus. Leurs casiers restaient ouverts, avec leurs carnets de vol inachevés, leurs photos de famille épinglées au mur. Les survivants se taisaient. Certains fumaient en silence, d'autres fixaient le sol, incapables d'oublier la nuée argentée des chasseurs britanniques qui avaient transformé l'aube de Dieppe en un champ d'étoiles mouvantes. À Londres, le ton était tout autre. Les journaux parlaient de courage, de sacrifice, d'une opération coûteuse mais nécessaire. Le Premier ministre, dans un discours discret, évoqua la preuve que les forces alliées pouvaient frapper l'Europe occupée. Dans les bases de la RAF, on enterra les morts avec sobriété. Moore assista à la cérémonie, debout parmi les silhouettes des mécaniciens et des officiers, tandis que le vent faisait claquer les drapeaux à moitié baissés. Il n'entendait pas les discours. Dans sa tête résonnaient encore les échos du combat, le sifflement des balles, le rugissement des moteurs, le souffle coupé des manœuvres. Il se souvenait surtout d'un instant, celui où il avait vu le ciel s'ouvrir sur la côte française, et la mer refléter le feu des avions tombés. Ce souvenir-là le hanterait longtemps, mais il y voyait aussi la preuve que le courage avait un sens. En quelques heures, 63 Spitfires avaient affronté l'orgueil de tout un empire, et ce combat, perdu ou non, avait montré au monde que l'Allemagne n'était pas invincible. L'histoire officielle retint surtout les pertes au sol, les échecs du commandement, les erreurs de stratégie, mais dans le secret des archives, certains officiers britanniques notèrent un détail que peu de gens remarquèrent à l'époque. La supériorité aérienne temporaire obtenue ce jour-là. Pendant plus d'une heure, au-dessus de Dieppe, la Luftwaffe avait perdu l'initiative. Les communications allemandes témoignaient d'une désorganisation inhabituelle. Ce fut une faille minuscule, presque symbolique, mais dans la logique de la guerre, elle comptait davantage que 1000 discours, car elle annonçait autre chose. La lente montée en puissance d'une force qui, 2 ans plus tard, referait le même voyage cette fois, non pour un raid, mais pour une libération. Pour Moore, Dieppe ne fut jamais une victoire. Ce fut un avertissement, une promesse payée de sang. Après la cérémonie, il rangea son casque dans son casier, s'assit sur une caisse d'outils et resta là longtemps, écoutant le vent frôler les hangars. Autour de lui, le monde continuait comme si de rien n'était. Des avions qu'on réparait, des ordres qu'on transmettait, des hommes qui plaisantaient pour masquer la fatigue. Mais en lui, quelque chose s'était figé. Il savait que chaque vol désormais serait un pas de plus vers un objectif plus grand, que chaque camarade perdu à Dieppe avait planté une graine dans la mémoire de ceux qui restaient. Dans les semaines suivantes, il apprit que plusieurs pilotes allemands avaient déserté ou demandé à être réaffectés à d'autres missions. Ce n'était pas la peur, mais la lassitude, le sentiment d'avoir affronté un ennemi qu'on ne pouvait plus mépriser. Ce respect silencieux entre adversaires marqua les deux camps. Des deux côtés de la Manche, les pilotes regardaient désormais le ciel avec la même humilité. Le ciel, indifférent à leurs drapeaux, à leurs ordres, à leurs dieux. Le ciel, juge invisible des folies humaines. À Dieppe, les traces du combat mirent des mois à disparaître. Les pêcheurs reprirent la mer, contournant les épaves encore visibles à marée basse. Les enfants, en jouant sur la plage, ramassaient parfois des morceaux de métal poli, vestiges d'une bataille que leurs parents évitaient d'évoquer. Les années passèrent, et le bruit de cette matinée s'effaça peu à peu, remplacé par d'autres guerres, d'autres victoires, d'autres défaites. Mais pour ceux qui avaient volé ce jour-là, rien ne s'effaça jamais vraiment. Moore, devenu instructeur à la fin de la guerre, racontait parfois à ses élèves cette journée sans la nommer. Il parlait de courage, de discipline, de la mince frontière entre la peur et la maîtrise de soi. Il ne mentionnait jamais Dieppe, ni le nombre exact des Spitfire, ni les visages de ceux qu'il avait vus tomber. Il savait que les chiffres ne diraient jamais ce qu'il avait ressenti, et parfois, en regardant les jeunes pilotes s'élancer dans le ciel du matin,
Il croyait revoir la même lueur que celle de 1942, ce mélange d'espoir et d'ignorance, cette croyance fragile que le ciel pouvait être dompté. De l'autre côté du Rhin, d'anciens pilotes de la Luftwaffe, survivants discrets de cette époque, écrivaient leurs mémoires. L'un d'eux, qui avait combattu à Dieppe, écrivit une phrase simple dans la dernière page de son journal. Nous avons compris que le rire est un luxe réservé à ceux qui ne savent pas encore ce qui les atteint. Ce fut peu, être la seule vérité que la guerre leur avait laissée, car au-dessus de Dieppe, ce matin-là, les rires s'étaient tus pour toujours, remplacés par le grondement des Spitfire et par le souffle glacé de l'histoire en marche. Les années d'après-guerre furent d'abord celles du silence. Dans les cafés de Londres comme dans ceux de Hambourg, les hommes portaient des uniformes redevenus civils, mais gardaient au fond des yeux la couleur du ciel qu'ils avaient affronté. Pour Moore, la paix ne ressembla jamais à ce qu'il avait imaginé. Il se souvenait de la liesse dans les rues, des drapeaux, des cris. Mais au milieu de cette joie retrouvée, il sentait un vide étrange, celui que la guerre laisse quand elle s'en va sans demander pardon. Il retourna à Dieppe pour la première fois en 1949. Le port avait été reconstruit, les quais repeints, les pêcheurs riaient de nouveau. Pourtant, sous la lumière douce de la Manche, il retrouva la même brume que celle du matin du raid. Sur la plage, il se pencha, prit une poignée de sable entre ses doigts et le laissa couler lentement. Dans chaque grain, il croyait voir un nom, un visage, un instant suspendu. Il n'y avait pas de fanfare pour cet hommage-là, seulement le murmure du vent et le battement lointain des drisses contre les mâts. À quelques mètres de lui, un monument de pierre portait une inscription simple. À ceux qui tombèrent ici, que la mer garde leur mémoire. Moore resta longtemps immobile devant ces mots, incapable de savoir s'il parlait des siens ou de leurs ennemis. Car au fond, tous appartenaient au même ciel. De retour en Angleterre, il consacra sa vie à l'enseignement du vol, mais plus encore à la transmission d'une idée, que le courage ne consiste pas à vaincre, mais à comprendre. Chaque fois qu'un élève lui demandait ce qu'il avait ressenti en combat, il répondait « Le vent ne choisit pas de camp ». Certains souriaient, d'autres ne comprenaient pas, mais ils savaient qu'un jour, peut, être, ces mots prendraient sens. Pendant ce temps, en Allemagne, la reconstruction effaçait peu à peu les cicatrices. Les pistes de la Luftwaffe devinrent des aéroports civils, les hangars rouillés abritèrent des compagnies nouvelles. L'ancien pilote Richter, qu'on avait cru mort à Dieppe, avait survécu, grièvement blessé. Après la guerre, il s'installa près de Stuttgart, où il ouvrit un atelier de réparation mécanique. Il n'évoqua jamais ses années de vol, jusqu'à ce qu'un journaliste local, en 1962, lui demande d'écrire un court témoignage pour un magazine commémoratif. Dans ce texte, il ne parla pas d'héroïsme ni de gloire, mais de peur. Il décrivit le moment précis où il avait vu les Spitfire surgir de la brume, la beauté terrible de leur formation, la sensation d'être spectateur d'une tempête divine. À la fin, il écrivit « J'ai ri avant le combat, comme tous les autres. Mais ce rire s'est brisé dans ma gorge quand j'ai compris que ces hommes en face n'étaient pas nos ennemis, seulement nos miroirs. » Ce texte fut lu par Moore des décennies plus tard, par hasard, dans un recueil d'anciens témoignages. Il referma le livre sans un mot, mais cette phrase ne le quitta plus jamais. Les années suivantes, il entreprit de retrouver les lieux de la guerre. Les bases de la RAF, les terrains français, les musées. À chaque étape, il laissait derrière lui un carnet, un mot, un souvenir, comme pour alléger le poids du passé. Quand il revint à Dieppe pour la dernière fois, en 1977, la ville avait changé. Les façades colorées, les rires d'enfants, les terrasses pleines de vie. Seul le vent restait le même. Il monta sur la falaise d'où, jadis, les Allemands avaient observé le débarquement manqué. Là, face à la mer, il sentit le souffle d'un autre temps. Les mouettes tournoyaient comme des silhouettes blanches dans le ciel, et pendant un instant, il crut entendre à nouveau le rugissement des moteurs. Il pensa à Keller, à Richter, à tous ceux dont les noms s'étaient perdus dans la poussière des archives. Puis il pensa à ce rire allemand, celui du début, celui qui avait tout déclenché, ce rire qui n'avait plus d'écho, sinon celui de la mémoire. Quand il redescendit vers le port,
Le soir tombait. La mer brillait d'un éclat d'argent, et les lumières des bateaux formaient une constellation mouvante, semblable à celle des Spitfire qu'il n'oublierait jamais. Il s'assit sur un banc, sortit une photo usée de sa poche. Une escadrille de jeunes hommes, souriants, insouciants, les manches retroussées et le ciel clair au-dessus d'eux. Il passa le doigt sur chaque visage, puis rangea la photo. Dans sa tête, il entendit la voix d'un instructeur de jadis. « Souviens-toi, un pilote n'est jamais seul, même quand il vole. » Et il sut que c'était vrai, que quelque part, au-delà du temps, tous ces visages volaient encore. À cet instant, un jeune homme s'approcha, un appareil photo à la main. Il préparait un documentaire sur Dieppe, expliqua-t-il. Moore l'écouta en silence, puis lui indiqua le meilleur point de vue pour filmer la plage au lever du jour. Il ne dit pas qui il était. Le lendemain, à l'aube, le jeune homme le chercha du regard, mais le banc était vide. À sa place, un carnet relié de cuir, posé soigneusement. À l'intérieur, une phrase écrite d'une main ferme. Le rire s'arrête, mais le ciel se souvient. Ce carnet devint, des années plus tard, une pièce exposée dans le petit musée de Dieppe, entre un casque de la RAF et un fragment d'aile allemande. Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant ces objets silencieux, sans toujours comprendre ce qu'ils racontaient vraiment. Pourtant, certains, en levant les yeux vers la mer visible depuis la fenêtre, sentaient confusément que l'histoire n'était pas faite que de victoires et de défaites, mais aussi de regards échangés entre ceux qui, un jour, avaient osé défier le vent. Aujourd'hui encore, quand le brouillard recouvre la côte et que le cri des mouettes se mêle au grondement lointain des moteurs de pêche, il semble parfois que les ombres des Spitfire et des Messerschmitt traversent à nouveau le ciel de Dieppe, comme un rappel discret que le courage n'a pas de drapeau, et que, sous la voûte immense du monde, les hommes finissent toujours par se ressembler. Aujourd'hui, plus de 8 décennies après cette matinée d'août 1942, le nom de Dieppe résonne encore dans les livres d'histoire, dans les mémoriaux, dans les souvenirs que le temps n'a pas totalement effacés. Pour beaucoup, ce fut un échec militaire, une opération mal préparée, un bain de sang inutile. Mais pour ceux qui ont su regarder au-delà des chiffres et des rapports officiels, Dieppe fut une leçon, un pressentiment du monde à venir. C'est là que se joua, pour la première fois, la promesse de la libération future. C'est là que des hommes venus du ciel affrontèrent non seulement la puissance de l'ennemi, mais aussi la peur la plus intime, celle de tomber dans la mer grise d'un matin inconnu. Les pilotes allemands avaient ri, oui, mais ce rire-là n'était pas seulement un signe d'arrogance. Il était aussi le rire des hommes qui croient encore qu'ils maîtrisent leur destin. Et quand les Spitfire surgirent au-dessus de Dieppe, balayant le ciel d'un rugissement de tonnerre et de flammes, ce rire s'éteignit non sous la défaite, mais sous la révélation, celle que même l'empire le plus sûr de lui peut trembler face à la volonté d'un seul instant de courage. Les historiens débattent encore du sens stratégique de cette bataille, mais le ciel, lui, ne débat pas. Il garde la mémoire sans commentaire. Chaque été, les nuages glissent au-dessus des falaises blanches, comme s'ils suivaient encore la trajectoire invisible des avions tombés, et les habitants, habitués à ces vents changeants, disant parfois qu'on peut entendre, certains matins, un murmure dans la brume, le souffle mêlé de moteurs d'un autre siècle. Peu est reste simplement le vent. Peu est reste la mémoire du monde. Quoi qu'il en soit, le ciel de Dieppe demeure l'un des rares endroits où les ombres de la guerre et la lumière du pardon se croisent encore. Car à force de se battre pour la liberté, certains ont fini par comprendre qu'elle ne se conquiert pas seulement avec des armes, mais avec la capacité de se souvenir sans haïr. Dans cette vérité silencieuse réside tout l'héritage de Dieppe. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une opération ratée, ni celle d'une préparée et racontée. Cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Revanche future, mais celle d'un instant où l'humanité, prise dans le tumulte, a entrevu son propre reflet. Les pilotes allemands avaient ri, croyant dominer le ciel. Les Britanniques avaient volé, croyant défier le destin. Mais à la fin, ni les uns ni les autres n'avaient vraiment gagné. Seul le ciel avait parlé, dans sa langue immuable faite de vent, de lumière et d'échos perdus. Et c'est peu, être là, dans cette voix sans mots, que réside la plus grande victoire, celle du souvenir.
Aujourd'hui, sur les hauteurs de Dieppe, une plaque commémorative porte une inscription discrète, gravée en français et en anglais. Ici, le ciel se souvient, peu de passants s'y arrêtent, mais parfois, un ancien pilote, un historien ou un simple rêveur lève les yeux, observe le bleu immense et comprend. Comprend que le rire des hommes passe, mais que le silence du ciel reste. Comprend que dans ce silence se cachent des millions d'histoires, d'élan, de peur et d'espoir. Comprend enfin que la guerre, au-delà de sa folie, n'a jamais pu effacer la beauté de ceux qui ont osé regarder la mort sans détourner le regard. Ainsi se termine l'histoire de Dieppe non par la victoire, mais par la mémoire. Car tant que le vent soufflera sur la côte normande, tant que les vagues viendront lécher les galets polis par le temps, tant que les enfants joueront sans savoir ce qui s'est passé là, quelque chose du 19 août 1942 continuera de vivre. Non pas la guerre, mais ce qu'elle a révélé de plus humain, la fragilité, le courage et la promesse silencieuse que plus jamais le ciel ne devrait servir à séparer les hommes. Les années passèrent et, lentement, Dieppe devint un nom que l'on prononçait sans trembler, un souvenir qui s'adoucissait au fil du temps. Les générations nouvelles apprirent à l'école qu'il y eut un raid, des pertes, des héros, mais les visages de ceux qui avaient vécu ce jour-là s'effacèrent derrière les chiffres. Pourtant, dans certaines familles, la mémoire restait vive. Le petit-fils de Moore, né en 1980, grandit dans une maison où le silence avait parfois plus de poids que les mots. Dans un tiroir, il découvrit un jour le vieux carnet de vol de son. Grand-père, jauni, couvert de notes écrites à la hâte. Il n'y comprit pas toutes, mais un mot revenait souvent. Dieppe. Ce mot, à lui seul, suffisait à éveiller sa curiosité. Devenu adulte, il entreprit de retracer le parcours de son aïeul, cherchant dans les archives militaires, interrogeant les témoins, parcourant les côtes normandes. Chaque détail qu'il découvrait semblait relier les fragments d'une histoire plus vaste, une histoire où la bravoure côtoyait la peur, où le ciel devenait une frontière morale autant qu'un champ de bataille. À Dieppe, il rencontra une femme âgée, ancienne enfant du port, qui se souvenait encore du grondement des avions ce matin-là. Elle lui raconta comment sa mère l'avait caché sous une table pendant que le ciel brûlait. En l'écoutant, il sentit que la guerre n'était pas un chapitre clos, mais une blessure encore palpitante dans la mémoire du monde. À son retour en Angleterre, il décida d'écrire un livre non pas sur les batailles, mais sur les hommes. Son ouvrage, intitulé Le rire du ciel, parut en 2010 et connut un succès discret mais profond. Les lecteurs y trouvaient autre chose que de l'histoire, une réflexion sur la mémoire, sur la manière dont le courage peut traverser le temps sans perdre sa lumière. Les critiques y virent un hommage à la génération de son grand-père, mais pour l'auteur, c'était avant tout une quête personnelle. Dans la préface, il écrivait « J'ai grandi à l'ombre d'un silence. J'ai voulu comprendre ce qu'il cachait. » Ce livre attira l'attention d'un historien allemand, le docteur Klaus Heller, spécialiste de la Luftwaffe. Heller, petit-neveu du pilote Richter, avait lui aussi consacré sa vie à exhumer les fragments oubliés de cette guerre. Quand il lut Le rire du ciel, il comprit que les deux familles avaient été liées par le même combat. Il écrivit alors à l'auteur britannique, lui proposant une rencontre à Dieppe pour préparer ensemble une exposition commune. Ciel partagé, les pilotes de Dieppe, 1942. Ce projet, improbable à première vue, devint réalité en 2013. Dans le petit musée du port, les vitrines furent réorganisées. Côté britannique, on exposa les journaux de vol, les cartes, les médailles. Côté allemand, les photographies en noir et blanc, les lettres des pilotes à leurs fiancés, les pièces d'avion récupérées sur la falaise. Au centre, une seule vitrine rassemblait les objets des deux camps. Une montre arrêtée à 746, un morceau d'hélice tordu et une photo où l'on distinguait à peine deux silhouettes d'avions dans un ciel noyé de brume. Cette juxtaposition frappa les visiteurs. Ce n'était plus l'histoire d'un camp contre un autre, mais celle de deux regards tournés vers le même ciel. Le jour de l'inauguration, Heller et le petit-fils de Moore prirent la parole ensemble. Ils parlèrent sans emphase, avec gravité, chacun dans sa langue, leur voix traduite simultanément par des haut-parleurs qui grésillaient. Ils racontèrent comment leurs ancêtres avaient été ennemis sans le vouloir,
unis malgré eux par le même destin. Quand la cérémonie s'acheva, un vieux marin français s'approcha du micro et dit simplement « Le ciel a fini par se réconcilier, à nous maintenant de faire pareil. » Un silence suivit, profond, presque sacré. Ce jour-là, le vent soufflait du large, emportant les mots vers la mer. Beaucoup pleurèrent, sans savoir exactement pourquoi. Peut-être parce que dans ce moment suspendu, les frontières s'étaient effacées. Les caméras des chaînes locales filmèrent la scène, et quelques semaines plus tard, un court reportage fut diffusé. On y voyait les visages graves, les objets exposés, les mains qui se serraient. Dans les écoles de la région, les enseignants diffusèrent la vidéo pour parler d'histoire, mais aussi d'humanité. Ce fut la première fois que Dieppe cessa d'être un symbole de défaite pour devenir un lieu de réconciliation. L'année suivante, une plaque fut ajoutée sur le mur du musée. Aux pilotes d'hier, à la paix d'aujourd'hui. Le petit-fils de Moore retourna plusieurs fois à Dieppe par la suite. Parfois seul, parfois accompagné de sa fille, née en 2015. En la voyant courir sur la plage, il pensa à toutes ces générations qui avaient enfin le droit de jouer là où d'autres étaient tombés. Il se dit que peut-être c'était cela, la vraie victoire. Pendant ce temps, Heller poursuivait ses recherches en Allemagne. Il publia plusieurs articles sur les pilotes de Dieppe, non plus pour glorifier ou accuser, mais pour comprendre. Il écrivait « L'histoire ne demande pas qu'on la juge, elle demande qu'on l'écoute. » Cette phrase fut reprise sur une banderole lors d'un colloque international consacré à la mémoire aérienne de la Seconde Guerre mondiale. Des historiens, des descendants de pilotes, des artistes s'y réunirent pour réfléchir à la manière dont le ciel avait façonné l'identité européenne. Car en vérité, l'aviation de guerre avait rapproché les peuples autant qu'elle les avait séparés. Les avions ne connaissaient ni frontières ni langue. Ils suivaient les vents, les nuages, les mêmes lois physiques qui régissent le monde entier. Et c'est peut-être pour cela que, dans la mémoire collective, les pilotes devinrent des figures à part à la fois combattants et poètes, témoins d'un absolu que peu d'hommes touchent du doigt. À Dieppe, le musée grandit. Les visites scolaires se multiplièrent, les guides racontaient aux enfants l'histoire de ces deux hommes, Moore et Richter, qui ne s'étaient jamais rencontrés, mais qui avaient partagé le même ciel. Certains enfants posaient des questions naïves. Est-ce qu'ils se sont pardonnés? L'a fait pour eux. Le soir, quand le musée fermait, le gardien restait souvent seul dans la salle principale. Il disait qu'à certaines heures, quand le vent s'engouffrait sous les portes, on aurait dit un souffle d'Ailes. Peut être l'imagination, peut être autre chose. Mais à Dieppe, l'imagination et la mémoire avaient toujours marché main dans la main. En 2022, pour le 80e anniversaire du raid, une grande cérémonie fut organisée. Des avions anciens, restaurés par des passionnés, survolèrent la côte dans un grondement émouvant. Les Spitfire, les Hurricane et même un vieux Messerschmitt, piloté par un aviateur allemand venu spécialement, firent plusieurs passes au-dessus du port. La foule leva les yeux. Certains souriaient, d'autres pleuraient. Le ciel, à nouveau, semblait vivant. À la fin du spectacle, une minute de silence fut observée, et dans ce silence, on crut entendre le murmure des moteurs du passé, le battement des ailes du souvenir. Le maire de Dieppe, dans son discours, conclut ainsi. Il y a 80 ans, le ciel fut un champ de bataille. Aujourd'hui, il est un pont. Ces mots furent repris par la presse du monde entier. On parla de Dieppe non plus comme d'une défaite, mais comme d'un symbole de résilience et d'unité. Ce fut comme si, enfin, l'histoire avait trouvé son équilibre. Depuis, chaque année, les avions reviennent, et quand leurs ombres passent sur la mer, on dirait des prières silencieuses. Les pilotes d'aujourd'hui ne riant pas, mais ils souriant, conscients que leur liberté de voler vient du sacrifice de ceux d'hier. Et dans ce sourire-là, il n'y a plus de gloire, seulement de la gratitude. Le temps a poursuivi sa route, indifférent, mais la mémoire, elle, n'a jamais cessé de voler. Dans les décennies qui suivirent la grande commémoration de 2022, le nom de Dieppe cessa d'appartenir seulement aux historiens. Il devint un symbole plus large, un point de repère dans la conscience collective européenne. Les journaux, les documentaires, les films évoquaient ce lieu non plus comme un champ de bataille, mais comme un miroir où l'humanité avait appris à se regarder en face.
Des écoles de pilotage civil organisèrent chaque été un survol commémoratif de la côte normande, réunissant des pilotes venus d'Angleterre, d'Allemagne, du Canada, de France, parfois même du Japon ou des États-Unis. Aucun d'eux n'avait connu la guerre, mais tous sentaient, en montant dans leurs cockpits, le poids invisible de ceux qui les avaient précédés. Les plus jeunes parlaient de Dieppe comme d'un rite de passage, un vol où l'on apprend que le ciel n'est pas seulement un espace de liberté, mais aussi un sanctuaire de mémoire. Parmi eux, il y avait une jeune femme, Elise Moore, arrière-petite-fille du pilote britannique. Elle avait grandi dans le sillage de cette histoire, sans vraiment la comprendre. Son père lui avait souvent parlé de Dieppe, mais d'une voix lointaine, presque chuchotée, comme si les mots pouvaient réveiller les fantômes. Elle, pourtant, voulait comprendre. Elle suivit des études d'histoire, puis devint pilote d'essai, trouvant dans le bruit du vent et dans la tension du décollage une forme de vérité que les livres ne pouvaient lui offrir. Lorsqu'elle apprit qu'un vol commémoratif était prévu au-dessus de Dieppe, elle demanda à y participer. Le jour venu, elle monta dans son appareil, un petit monomoteur moderne. Mais sur la carlingue, elle avait fait peindre un petit emblème. Un Spitfire stylisé, traversé par une ligne d'horizon. Dans le cockpit, elle portait un foulard ayant appartenu à son arrière-grand-père, un tissu usé, presque effiloché, mais chargé d'une chaleur étrange. Tandis que son avion prenait de l'altitude, le monde en dessous se réduisit à une mosaïque de verts et de gris. La mer, à l'horizon, scintillait comme un miroir liquide. Et quand elle atteignait Dieppe, elle coupa momentanément le moteur, laissant le vent porter l'appareil dans un silence presque sacré. En bas, les falaises blanches, les plages, les toits rouges semblaient figés dans un autre siècle. Elle pensa à ce que son ancêtre avait dû ressentir, ce mélange de peur et d'exaltation, cette certitude que le ciel pouvait être à la fois tombeau et refuge. Dans sa radio, une voix annonça la formation des avions allemands arrivant du sud pour le vol commun. Elle leva les yeux. Au-dessus d'elle, 2 Messerschmitt restaurés glissaient lentement, ailes parallèles, comme 2 fantômes revenus pour saluer les vivants. Leurs pilotes étaient des passionnés d'histoire, descendants, eux aussi, de combattants de 1942. À cet instant, Élise sentit que le passé et le présent ne faisaient plus qu'un. Le vol dura 20 minutes. 20 minutes où le ciel de Dieppe retrouva ses ombres, non pas celles de la guerre, mais celles du souvenir. À l'atterrissage, elle resta longtemps dans le cockpit, incapable de parler. Elle pensa à toutes ses vies liées par un même souffle, à ses rires perdus, à ses ciels partagés. Quelques semaines plus tard, elle publia un texte sur les réseaux, intitulé « Le ciel se souvient ». En quelques jours, il fut lu des milliers de fois. Des messages arrivèrent de partout, descendants de pilotes, enfants d'anciens résistants, simples voyageurs touchés par ces mots. Ce texte devint le fil conducteur d'un documentaire franco-britannique produit l'année suivante. Dans ce film, intitulé « Au-dessus de Dieppe », on voyait Élise marcher sur la plage, parler doucement de son arrière-grand-père, puis s'envoler dans un ciel immense. Les images alternaient entre le présent et les archives de 1942. Les mêmes falaises, les mêmes nuages, les mêmes reflets sur la mer. Le film fut projeté dans plusieurs festivals, puis diffusé dans les écoles. Beaucoup de jeunes y découvrirent pour la première fois cette bataille oubliée. Mais ce qui toucha le plus les spectateurs, ce ne furent pas les faits historiques. C'était la voix d'Élise, son ton calme, presque fragile, quand elle disait « Le rire s'est éteint, mais le ciel n'a jamais cessé d'écouter. » Ce fut désormais une histoire vivante, portée par ceux qui croyaient que la mémoire pouvait être une forme de paix. En Allemagne, le docteur Heller, vieillissant, regarda le documentaire depuis son fauteuil. À la fin, il ferma les yeux, les larmes aux paupières, murmurant « Peut être que nos pères ont enfin trouvé le repos. » Il mourut quelques mois plus tard, laissant à sa fille un manuscrit inachevé, intitulé « Der Himmel bleibt, le ciel demeure ». Ce texte, publié à titre posthume, fut salué pour sa profondeur. Il y écrivait que la guerre n'avait jamais vraiment quitté les consciences, mais qu'elle avait trouvé une nouvelle forme de respiration à travers ceux qui continuaient à regarder vers le haut. En 2030, une école internationale d'aviation fut inaugurée près de Dieppe, portant le nom de
Centre Moore-Richter pour la mémoire aérienne. Son but n'était pas seulement d'enseigner le pilotage, mais aussi d'enseigner la mémoire. Dans les couloirs, des portraits des 2 pilotes originels ornaient les murs, accompagnés d'une phrase gravée sur le marbre. Le ciel n'appartient à personne, mais il se souvient de tous. Les élèves venaient du monde entier. Chaque promotion débutait l'année par une cérémonie sur la falaise, face à la mer. On y lisait des lettres de pilotes de toutes les nations, et, à la fin, on observait une minute de silence, un silence traversé parfois par le cri d'une mouette ou par le vent. Ce moment était devenu un rite. Certains élèves disaient qu'ils ressentaient une présence, d'autres que c'était juste l'émotion. Mais tous comprenaient que le vol ne serait jamais un simple métier, ce serait un héritage. Au fil du temps, Dieppe attira de plus en plus de visiteurs. Les musées s'agrandirent, les archives furent numérisées, les chercheurs continuèrent d'exhumer des récits oubliés. L'Europe tout entière semblait redécouvrir dans cette petite ville portuaire une partie d'elle-même. Et pourtant, malgré les cérémonies, malgré la modernité, quelque chose demeurait inchangé. Toujours vaste, toujours silencieux, toujours porteur d'une vérité que les hommes peinent à dire. En 2042, pour le centenaire du raid, un événement d'une ampleur inédite fut organisé. 100 avions venus de 20 pays survolèrent la côte normande. Parmi eux, un unique Spitfire restauré, piloté par Elise Moore, désormais commandante d'escadrille. Quand elle franchit la ligne du littoral, ses mains tremblaient légèrement sur les commandes. Elle pensa à son ancêtre, à tous ceux qui avaient rêvé de ce moment sans pouvoir le vivre. Autour d'elle, des drones filmaient la scène en direct pour les écrans du monde entier. Et tandis que les avions formaient une immense spirale dans le ciel, Élise prononça dans son micro une phrase transmise sur les ondes. À ceux qui ont ri avant de comprendre, à ceux qui ont volé avant de tomber, le ciel vous entend encore. Ces mots, répétés par des millions de spectateurs, résonnèrent bien au-delà de Dieppe. On les grava sur une stèle au sommet de la falaise. Après le vol, Élise atterrit, descendit lentement de son avion et marcha jusqu'au bord de la mer. Le vent lui fouettait le visage. Elle se pencha, ramassa un galet, le serra dans sa main et le lança dans les vagues. Le geste était simple, mais il contenait tout un siècle de mémoire. Derrière elle, le grondement des moteurs s'éloignait, emportant avec lui le dernier écho d'une guerre, transformée en paix. Le soir, la ville s'illumina. Des lanternes furent lâchées dans le ciel, montant lentement comme des étoiles humaines. Des enfants regardaient en silence, émerveillés, et parmi eux, une fillette demanda à sa mère « Pourquoi on envoie de la lumière vers le ciel ?» Sa mère répondit « Parce que c'est là que dorment les souvenirs. » Alors l'enfant sourit, leva les yeux, et vit une dernière lueur rouge disparaître dans la brume. Le vent soufflait toujours, porteur de voix anciennes et de promesses nouvelles, et, quelque part au-dessus de la mer, le ciel continuait de se souvenir. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.